Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous écoutez. Bienvenue au dernier événement de la communauté EDI, dernier événement de l'année universitaire, donc sur la thématique LGBTQIA+, comment favoriser un environnement bienveillant et inclusif à l'université comme dans le monde du travail. Nous, à l'Université de Lorraine, nous organisons justement cet événement dans le cadre d'un temps fort dédié aux communautés LGBTQIA+, qui inclut justement, donc on s'est associé à la Marche des Fiertés de Metz le 19 juin dernier, donc avec Couleur Gay, représentée par Mathieu Gatti-Pombachette ici présent. On va signer la charte de l'autre cercle dans sa toute nouvelle version ESR en septembre. Donc, on sera l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur à signer cette toute nouvelle charte pour s'engager en tant qu'employeur et aussi envers nos étudiants. Et on va également mettre en place des permanences à partir de la rentrée prochaine, des permanences donc d'associations, Couleur Gay pour Metz et l'association étudiante Spoutnik à Nancy, dans nos MDE, pour pouvoir permettre une écoute, un accueil de nos étudiants concernés. Et enfin, je vous présente le petit dernier, c'est la plaquette qu'on a créée tout récemment pour accompagner, pour permettre de donner un panorama global de ce que l'on peut faire en tant qu'étudiant à l'université. Pour rappel, notre communauté EDI, donc Égalité, Diversité, Inclusion, elle compte aujourd'hui 260 membres qui mixent de l'interne, donc des enseignants-chercheurs ou des personnels administratifs, et de l'externe. À 25% interne, 75% externe. Évidemment, si vous souhaitez, vous qui nous écoutez, en devenir membre, je vais transmettre dans le chat la fiche synthétique et mon mail, donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi. Le but de cette communauté, c'est de favoriser les liens entre les expertises ou entre l'interne en tout cas et le territoire, les partenaires socio-économiques. C'est de proposer des espaces d'échange comme aujourd'hui, des temps forts comme celui-là, et aussi pour être à votre écoute, pour avancer ensemble sur ces enjeux qui nous concernent tous, en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les enjeux d'INI, les enjeux égalité, diversité, inclusion. Du coup, donc, pour rappel, cet événement est enregistré, donc, comme vous devez certainement le voir. Et sachez que là, on va, donc, pour le format, vous voyez ici en face de vous tous les intervenants ainsi que l'animatrice. Je vais passer la main justement à Chloé Turcol et simplement vous dire que vous pouvez réagir dans le chat. Vous pouvez donc réagir ou poser également vos questions. Et ces questions, on les relayera en fin d'événement, donc vers le midi 15, pour finaliser ces échanges. Sans plus attendre, je passe la main à Chloé, donc, qui est chargée de la mobilisation des partenaires, enfin des adhérents de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. À toi, Chloé. Merci beaucoup Laurélis pour cette introduction. Merci aussi d'avoir organisé cet événement. Moi, je suis ravie de l'animer. Je vois quelques noms connus dans le chat et dans les participants, mais je vais peut-être refaire un petit point sur l'AFMD. Donc, c'est l'Association française des managers de la diversité. On compte 145 organisations adhérentes, que ce soit des grands groupes, des TPE-PME, mais aussi des écoles et des universités. Et on accompagne nos adhérents dans tout ce qui est prévention des discriminations en milieu professionnel et promotion de la diversité et l'inclusion. Donc la FMD, c'est un réseau, un espace d'échange, un laboratoire d'idées. Et je suis ravie de vous avoir aussi nos intervenants et intervenantes autour de cette table ronde, puisque le groupe Renault, BNP Paribas, IKEA et encore l'Université de Lorraine sont adhérents de la FMD. Pour ce format aujourd'hui, on va évidemment vous présenter nos intervenants et intervenantes aujourd'hui. On reviendra ensuite sur les enjeux et les chiffres clés de tout ce qui touche à l'inclusion des personnes LGBT à l'université et au travail. On va aborder la question des freins et des obstacles dans les organisations. Et évidemment ensuite passer sur tout ce qui est piste de bonnes pratiques et de solutions parce que le but c'est de vous donner des outils pour penser l'inclusion des personnes LGBT. Plus. Je ne voulais pas préciser mais j'utilise le pronom elle et je vais inviter nos intervenants et intervenantes à également partager leurs pronoms dans un souci d'inclusivité. Cette pratique, c'est une pratique inclusive. Elle permet de normaliser l'idée que l'expression de genre et l'identité de genre peuvent différer
Et quand on la met en place à grande échelle, on va éviter de mégenrer une personne, c'est-à-dire utiliser un pronom qui ne lui correspond pas. Donc, on abordait les pistes de solutions et de bonnes pratiques. En voici une pour commencer. Donc, chers intervenants et intervenantes, je vais vous laisser la main pour pouvoir vous présenter et peut-être nous parler d'une actu ou d'un enjeu sur les thématiques qu'on va traiter aujourd'hui que vous souhaitez partager avec nous à l'occasion de cette table ronde. Dorine, est-ce que tu veux commencer? Oui, je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Je suis Dorine Lahur, responsable ressources humaines du magasin IKEA à Metz. Vous pouvez m'attribuer le pronom elle. Je suis ravie de participer à cette table ronde et de pouvoir vous partager les actions que nous mettons en place chez IKEA. INCA, qui est notre maison mère, un peu comme un centre de ressources pour tous les pays, c'est en quelque sorte notre siège international, s'engage depuis 2017 sur l'inclusion des personnes LGBT+. Premièrement, parce que c'est un droit humain. Et ensuite, parce que nous soutenons le droit de nos collaborateurs LGBT+, à être eux-mêmes, à être traités équitablement et à bénéficier de chances égales, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est vraiment important pour nous que chacun puisse être soi-même au travail, que nos collaborateurs puissent être au travail comme à la maison. Et aussi, du côté client, que nos clients se sentent à l'aise dans nos magasins, s'ils sont LGBT+, savoir qu'ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Pascal, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, bonjour tout le monde. Pascal Tisserand, donc vice-président délégué à l'égalité et à la diversité. Pour moi, ce sera le pronom il. Alors, avant de parler peut-être de l'Université de Lorraine, juste un petit mot avec ma casquette d'administrateur de l'association CPED, la conférence permanente des chargés de mission égalité-diversité, donc qui réunit au national 91 établissements, universités, écoles publiques, et donc des référents en charge de ces questions-là. Et pour saluer l'initiative justement que nous menons actuellement avec la FMD à travers la réalisation donc d'un kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur à la recherche et qui inclut bien entendu la thématique LGBT. Voilà, donc ce kit sera disponible à partir de la fin décembre. Et donc, c'est un plaisir de retrouver la FMD à nos côtés aujourd'hui. De même, merci beaucoup. Je fais en fonction de l'ordre que je vois sur mon écran. Donc, Stéphane? Merci Chloé, bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Stéphane Gomard et vous pouvez m'attribuer le pronom il. Alors je travaille chez BNP Paribas, je suis responsable de la transformation digitale pour la région Grand Est et je travaille également à l'École supérieure de la banque au sein de l'Université de Lorraine, où je donne des cours principalement actuellement à Nancy MS, auprès de populations d'étudiantes et d'étudiants qui sont en bachelor et licence professionnelle banque. Donc, l'actu que je vais vous partager, c'est que il y a un petit peu plus de 8 ans, et peut-être même 9 ans, puisque le débat a duré plusieurs mois, là où dans quelques pays, ça a duré une semaine. Je pense au Royaume-Uni. Il y a eu le débat sur le mariage pour tous en France. Et c'est à l'occasion de ce débat-là que dans mon entreprise, chez BNP Paribas, on a commencé à avoir des réactions musclées, contraires à l'idée de pouvoir être inclusive, et de permettre l'égalité pour toutes et tous. Ça fait seulement 9 ans, mais depuis, beaucoup de choses ont changé, on vous le racontera. Et je suis très heureux de partager avec vous mon expérience. Merci à la FMD, à l'Université de Lorraine pour son invitation. Merci beaucoup, Stéphane. Brice, à toi? Merci Chloé. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Brice Camus, technicien qualité fournisseur pour le groupe Renault. Donc, vous pouvez m'attribuer le pronom il. Je suis également co-leader du réseau We Outstanding, donc le réseau des collaborateurs et collaboratrices LGBT+, et des alliés du groupe Renault.
Et donc moi aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dispositif de référent diversité LGBT+, qui a été installé dans toutes les usines françaises du groupe Renault. Merci beaucoup, Brice. Effectivement, on y reviendra en deuxième partie. Et finalement, Mathieu, à toi. Bonjour, je suis Mathieu Gatti-Pombachette. Alors, mon pronom, enfin, vous pouvez m'attribuer le pronom que vous souhaitez parce que je me définis plutôt comme un peu, enfin, d'une manière un peu politiquement incorrecte, comme genderfuck. Voilà, pour les gens qui voient un peu l'affiliation de de ce courant-là. Je suis data analyst pour la société Sedge. Et je remercie mes collègues qui se sont connectés, qui m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'ils étaient là. Ça me fait plaisir. Je suis également membre actif du réseau Pride at Sedge, qui est le réseau LGBTQI+, de cette entreprise, qui est une entreprise d'édition du logiciel. Je suis président depuis de Couleur Gay. Couleur Gay, alors pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Couleur Gay, c'est le centre LGBTQI+, de Lorraine-Nord, qui est installé à Metz. Et je suis également, alors ça n'a pas été mentionné, mais porte-parole de l'Inter-LGBT. L'Inter-LGBT, c'est l'inter-associative qui organise notamment la marche des fiertés Paris-Île-de-France qui a eu lieu le week-end dernier et qui est partie pour la première fois de Pantin. C'était un choix un peu, enfin voilà, politique, on va le dire. Et du coup, ce que je voulais en participant à cette table ronde, c'était plutôt vous donner des bonnes pratiques, des pistes et quelque part des éléments pour éviter les écueils que peut revêtir en fait cette dimension diversité-inclusion, cette dimension D&I, puisqu'il y a des écueils dans le management de la diversité. Ils ont été identifiés par des sociologues. Je pense à des gens comme Sam Boursier, des gens qui ont travaillé les sujets. Je voulais également, si on a le temps, vous parler un peu des différences qu'on peut avoir au niveau des différents réseaux. Qu'est-ce qu'une association professionnelle LGBT? Qu'est-ce qu'un réseau d'entreprise qui est porté par l'initiative d'un employeur? Parce que c'est des degrés d'autonomie qui ne sont pas les mêmes. Je voulais aussi vous parler peut-être de quelque chose qui peut vous intéresser en tant qu'entreprise, c'est la dimension des partenariats et de la façon dont ils peuvent se déployer euh, avec l'université et avec l'entreprise sur cette dimension LGBTQI+, tout en conservant un aspect éthique et un aspect qui respecte en fait les stratégies militantes et le contexte culturel de ces stratégies militantes, parce que effectivement, œuvrer pour l'intérêt des personnes LGBTQI+, en France, c'est pas la même chose que le faire aux États-Unis, et il y a une dimension culturelle qu'il faut prendre en considération. Voilà, donc je pourrais également, si vous le souhaitez, en dire un peu plus sur les choix qu'a fait Sedge sur ce plan. Et je pense que j'ai fait le tour de, de l'intervention que je souhaite avoir avec vous et pendant cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Et Stéphane, toi, tu voulais apporter une dernière précision aussi Oui, pour ceux c'est qui sont dans vrai le que chat. plusieurs intervenants sont membres d'un bureau de- d'une association LGBT plus friendly. Donc effectivement, je fais partie du bureau national de BNP Paribas Pride qui a été créé le jour de la création de cette signature charte de l'autre cercle par mon entreprise. On en reparlera parce que ça n'a pas été très simple. Merci beaucoup à tous les 5 pour ces présentations et puis aussi pour le fait d'avoir mentionné des enjeux qui nous intéressent toutes et tous. Je le répète pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, l'événement est enregistré, vos micros et caméras sont coupés puisqu'on est plus d'une cinquantaine. Donc par souci de fluidité, on va vous proposer de partager et de réagir uniquement via le chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a un temps d'échange qui est prévu à la fin. Si on a le temps, on prendra quelques questions au milieu, mais on a beaucoup de choses à vous dire. On a très hâte de partager tout ça avec vous tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors,
notre première partie, je vous l'ai dit, ça va être d'aborder les questions d'enjeux de l'inclusion des personnes LGBT+, et les chiffres clés. Donc, ma première question, elle est pour toi, Pascal, c'est pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'inclusion des personnes LGBT+, non seulement dans le monde du travail, mais aussi à l'université? Nos étudiants, pour commencer par eux, ce sont les professionnels de demain. Donc, ils doivent pouvoir arriver à l'université, faire des études, vivre tout simplement à l'université dans un environnement inclusif, quel que soit leur genre et quelle que soit leur orientation sexuelle. Alors pour ce faire, il y a des formations, mais il y a aussi la communication qui est importante sous toutes ses formes, multi-supports, et à commencer par exemple par une initiative que nous avons prise il y a déjà quelques années avec cet isotope que vous voyez derrière moi cet isotype, pardon, que vous voyez derrière moi sur les t-shirts donc, que nous avons offert dans le cadre de la Marche des Fiertés il y a quelque temps à Metz. C'est une photo qui a été prise à la place de la République à cette occasion. Et, alors qui pourrait être pris pour du pinkwashing, mais qui ne l'est pas tant que ça. Quand vous savez que sur votre compte LinkedIn et ailleurs, tous les collègues et même étudiants qui s'affichent avec cet isotype Université de Lorraine, eh bien, se voient à partir du 17 mai changer de couleur. Hein, et donc accepter, quel que soit, du coup, encore une fois, son identité de genre, son orientation sexuelle, cet isotype-là. Hein, donc, et ça, je pense que ce type de message-là crée cet environnement, en tout cas, il contribue, hein, et ça fait partie, effectivement, des types de messages à envoyer. Voilà, peut-être aussi deux petits points encore, le fait que bien les dispositifs de signalement et de sanctions, enfin de signalement tout d'abord et puis de sanctions éventuelles font également partie, hein, je pense, de cet arsenal-là, parce que parfois, il y a des personnes qui manifestent leur opposition et donc ça, il faut effectivement signaler que ça n'a pas lieu d'être et de sanctionner encore une fois le cas échéant. Et puis enfin, pour terminer, à un niveau peut-être un peu plus poussé, c'est également penser à chaque fois que c'est possible, convaincre les collègues, en particulier pour des dernières années d'études au niveau des masters, des licences professionnelles, quand là, nos étudiants sont prêts ou ont déjà un pied dans le monde professionnel de par les stages notamment qu'ils font, bien recevoir aussi des enseignements alors de management de la diversité en termes de sensibilisation, mais qui inclut hein, ces dimensions-là, pour les préparer effectivement aussi dans le monde professionnel de façon, enfin, les préparer, les outiller. Hein. Merci beaucoup, Pascal. Mathieu, je me tourne virtuellement vers toi. Donc, on l'a vu, tu es président de Couleur Gay, tu es porte-parole de l'Inter et donc de la Marche des Fiertés de Paris et aussi investi au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu peux nous dire des enjeux d'engagement des organisations sur les thématiques LGBT? Alors, d'abord, je rebondirai un petit peu sur ce qu'a dit Pascal. Effectivement, le fait d'avoir un rainbow flag sur son isotope, le fait d'avoir une visibilité, c'est quelque chose qui a quand même son importance. Pourquoi? Parce que ce sont des signaux ouverts, et ces signaux ouverts, ils communiquent de manière importante aux personnes concernées, qui peuvent avoir une appréhension à libérer leur parole sur ces sujets. Ils communiquent aussi auprès des collègues qui peuvent être alliés ou détracteurs, comme quoi l'entreprise est engagée envers les personnes LGBTQI+, et se veut un espace inclusif, safe, comme on dit, pour les personnes LGBTQI+. Ça, c'est très important. Alors, même si parfois, ça trouve ses limites. Je vous donne un exemple assez simple. Récemment, au moment de la journée internationale de lutte contre les haines anti-LGBT, le 17 mai, vous avez le groupe Renault qui a eu l'idée de changer également son isotope. Alors,
sur le postulat, je pense que ça partait effectivement d'une bonne intention, sauf que le groupe Renault a des pages Facebook qui sont des pages qui sont ciblées par rapport au pays dans lequel il se trouve. Et ce changement d'isotope, il a été sélectif. Disons que dans les pays où les questions LGBTQI+, n'ont pas vraiment le vent en poupe, hein, je vais le dire en euphémisant au maximum, ils ont évité cet isotope. Donc ça crée un bad buzz qui n'a pas été forcément positif pour la marque. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est en fait le fait que vous avez des leaders d'opinion, des militants qui regardent en fait ce type de démarche et qui regardent en fait et qui interrogent leur sincérité. Et ça, c'est véritablement important de le prendre en considération. Ensuite, il faut mesurer quelque chose, à mon avis, de fondamental. C'est que, comme je le disais en introduction, faire une démarche diversité-inclusion en France ou en Europe, comme on peut le faire sur les questions LGBTQI+, aux États-Unis, à mon sens, et c'est mon analyse, c'est pas tout à fait pertinent. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le tissu associatif et militant tel qu'il est structuré en France n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis, en fait. En France, vous avez une forte culture de la manifestation de rue, de la marche des fiertés notamment, avec des mouvements qui peuvent être classés très à gauche, pour certains, hein. Je veux dire, si vous regardez par exemple la composition d'une interassociative comme l'inter-LGBT, celle qui organise la manifestation, la marche des fiertés LGBTQI+, à Paris-Île-de-France. Vous avez des associations qui vont plutôt du coup du FLAG, hein, une association de policiers LGBT, de personnel du ministère de l'Intérieur, qui est plutôt classée, enfin voilà, je pense qu'ils m'en voudront pas si je dis ça un peu à droite, en tout cas au centre droit, et des associations comme le STRAS, qui est le syndicat des travailleurs du sexe, qui est bien plus à gauche, ou des associations liées ou qui sont membres associés à des partis politiques. Et ces associations sont extrêmement vigilantes sur la dimension éthique des entreprises qui peuvent suggérer des partenariats. Donc, de facto, vous allez aux États-Unis, vous avez une forte culture du don privé, de l'engagement de fondations très puissantes qui carrément supplantent parfois des acteurs étatiques. Je pense à Google, par exemple, hein. On ne peut pas l'aborder de la même manière. Et ça, c'est fondamental de le prendre en considération. C'est pour ça que moi, personnellement, en termes de bonnes pratiques, la première des bonnes pratiques que je peux vous donner, c'est de privilégier le partenariat au don. Je peux privilégier le partenariat au don. Je m'explique. Euh, Si vous faites un don, quand on fait un don, on n'attend pas forcément une réciprocité. Je veux dire, sinon on fait de la charité, c'est pas la même chose. Et on en attend peut-être une gratitude. Enfin, voilà, je ne dis pas que le don est désintéressé de facto, hein, c'est plus compliqué que ça. Hein. Mais je pense que la démarche à privilégier, c'est clairement celle du partenariat. Je vous donne un exemple, je vais vous mettre dans la conversation. Et je sais qu'ils étaient de très bonne volonté. Et je vais dire aussi du bien d'eux parce qu'ils ont une démarche qui est plus complexe que ce que je vais dire. C'est par exemple le cas d'école suivant, un cas qui s'est présenté pour la société Le Tanner, qui est en fait une société qui vend de la maroquinerie. Elle a fait une opération de communication sur une gamme de produits arc-en-ciel, voilà, c'est sympa. Hein. Je veux dire, moi j'ai acheté une ceinture, enfin voilà, je vais pas. Voilà. Et parallèlement, ils ont fait un don à l'inter-LGBT, un don d'un montant qui n'est pas secret, hein, de 2000 euros à l'inter-LGBT. À une c'est louable dans le sens où ça nous aide, hein, on prend les dons aussi. Hein. je,
mais quelque part, on aurait préféré être rapproché dans une démarche de partenariat. Pourquoi? Parce que ça aurait été mieux pour l'entreprise en termes de valorisation de ce qu'elle a fait. Puisqu'on aurait pu dire, on a un partenariat réfléchi, éthique avec elle, on aurait regardé sa démarche et on aurait clairement accompagné. Là, sur ce type de partenariat, ça m'est difficile, enfin ce type, pardon, de don, ça m'est difficile de communiquer. Par exemple, je peux pas tweeter là-dessus. Pourtant, ça a fait l'objet de retours presse, hein. Là, je vous en mets quand même quelques-uns. Vous pourrez aller regarder dans Google. Ça, c'est compliqué. Premier exemple. Ensuite, un autre exemple qui s'est présenté notamment cette année, c'est celui d'un réseau social qui est peut-être un peu confidentiel, mais qui est en fait qualifié d'Instagram français, c'est Yubo. Yubo, ça vous parle peut-être ou ça parle à certains peut-être. Donc voilà, l'article qu'ils ont eu dans Stratégie. Alors ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus engageante et qu'on peut se permettre avec l'intérêt LGBT de valoriser. Pourquoi? Je vous explique, parce qu'en fait, d'abord, ils nous ont approchés. Ils nous ont approchés. Ils ont demandé en fait ce qui était le plus pertinent selon nous par rapport à leurs réseaux sociaux. Et donc du coup, ils ont engagé des modifications concrètes de leur application, notamment par rapport à la question des pronoms. Donc, vous pourrez aller voir l'article. Ça, c'est une démarche qui est déjà pertinente. Ensuite, ils ont organisé ce qui est très intéressant en fait en termes d'engagement pour les associations qu'on représente, c'est une plateforme qui touche plutôt les jeunes, des discussions sur des thématiques de société liées aux questions LGBTQI+, qui ont réuni beaucoup de monde. Je veux dire, sur la table ronde qu'on animait sur l'engagement des jeunes LGBTQI+, avec l'intérêt LGBT, Luc Duponcel, qui est en fait le délégué jeunesse et, euh, je- euh, éducation populaire de l'intérêt LGBT, qui est un ancien de l'Université de Lorraine et qui a eu des responsabilités syndicales, notamment à l'Université de Lorraine, animé cette table ronde. Et il me disait, Mathieu, il y a eu énormément de jeunes qui se sont connectés, c'était génial, on était même un petit peu débordés par les questions. Donc une démarche de réflexion sur l'engagement, sur les besoins que peuvent avoir les ONG. Donc, c'est un deuxième point pertinent. Ensuite, une volonté d'aider, et ça n'est pas encore déployé, mais les structures locales. C'est-à-dire que Yubo, ça fonctionne un peu comme les stories Instagram. Vous pouvez mettre et cibler sur les différentes régions. Donc on leur a proposé d'aider des structures qui sont en région de l'intérêt LGBT pour faire de la publicité auprès des jeunes qui sont localement isolés pour qu'ils puissent avoir des relais. Donc voilà, donc ça, pour moi, ça c'est l'exemple d'une démarche pertinente qui part de la volonté des ONG, de leur stratégie et qui prend un petit peu en considération ce qu'elles souhaitent en fait, là où elles veulent aller. Et Donc, justement, oui. Pascal a parlé tout à l'heure de pink washing, on peut aussi parler de rainbow washing. Donc là, tu es en train de décrire finalement l'inverse, c'est-à-dire des pratiques concrètes qui peuvent marcher. Est-ce que tu peux expliciter de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pink washing ou de rainbow washing? Alors, le pinkwashing, c'est en fait la dissonance cognitive que peuvent avoir que peuvent avoir certains à se dire que simplement mettre un arc-en-ciel sur quelque chose, ça va les porter au pinacle de la lutte contre les haines anti-LGBT. C'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout si vous avez des entreprises qui, par ailleurs, n'ont pas de démarche éthique sur d'autres sujets. Je veux dire, aujourd'hui, les militants que vous avez en face de vous, quand vous négociez ce type de partenariat, ils sont un petit peu biberonnés à l'intersectionnalité, donc ils vont pas regarder uniquement ce que vous faites en termes de lutte contre les haines anti-LGBT, même si vous êtes euh, bah, euh, nickel sur ce sujet-là, ils vont quand même regarder ce que vous faites. Est-ce que ça va bien avec les partenaires sociaux? Est-ce que ça va bien sur les questions liées au racisme au sein de votre entreprise? Est-ce que au niveau écologique, tout va bien? Est-ce que au niveau comment dire, local, tout va bien?
Et donc, ils vont regarder un petit peu ce spectre-là. Ils vont regarder, est-ce que, bon, on sait très bien que dans toutes les entreprises, tout ne va pas bien, hein. Je veux dire, on ne cherche pas l'entreprise parfaite, hein. On est des gens pragmatiques. On regarde un petit peu les démarches qui sont menées, et puis on pèse le pour et le contre. Et puis, vous avez, en tout cas pour l'inter-LGBT, une soixantaine d'organisations qui votent ces partenariats et avec des débats parfois houleux. Moi, je vous donne un exemple où ça a été compliqué. C'est le cas de Mastercard. Vous avez un système à la marge des fiertés à l'inter-LGBT où vous avez un octroi habituellement. L'octroi, c'est une façon aussi de financer la marche des fiertés. Si vous avez déjà assisté à la marche des fiertés à Paris, à un moment, enfin, il y a un pont et les militants se mettent et récoltent des fonds, des gens qui passent, qui mettent comme ça dans l'octroi. Et ça a été critiqué parce qu'en fait, euh, Mastercard a apporté en fait un concours logistique avec la possibilité d'avoir des cartes bancaires de prépaiement sur l'octroi. Donc ça a été critiqué notamment par Sam Boursier dans plusieurs conférences, hein. Je veux dire, il a critiqué ça. Là où j'apporte de la nuance, c'est que le coût d'une manifestation comme la Marche des Fiertés, elle est peut-être pris, enfin ça c'est peu dit par les chercheurs, mais pris entre deux feux, c'est-à-dire la dépendance à la subvention publique et la dépendance au financement privé. Il faut savoir qu'en France, les personnes concernées sont très peu donateurs comparativement aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des personnes très riches qui donnent beaucoup d'argent au mouvement LGBT, qui font des dons considérables, hein, parce que c'est gratifié socialement que de donner à une organisation LGBT. En France, si vous arrivez à faire payer une cotisation de 30 euros, vous êtes content. Vous êtes content. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de, entre guillemets, notable LGBT qui pourrait enfin, qui pourrait sortir le carnet de chèques, hein. C'est bien plus compliqué. Mais du coup les organisations sont pris dans ces enjeux-là et sont obligés d'arbitrer. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération. Et je pense que c'est pour une entreprise intéressant de se poser ces questions-là. Pourquoi je pense ça? C'est parce qu'en fait, il faut imaginer faut imaginer d'autres stratégies, à mon sens. Les stratégies, elles peuvent être, comme par exemple Sedge le fait, hein, c'est un de ses choix via sa fondation, de mettre à disposition du temps d'activistes, de militants, sur leur temps salarié. Et ça, c'est important en France. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'en France, il faut avoir bien conscience que la majorité des acteurs que vous avez en face de vous sont des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils font avancer une cause sur leur temps privé et non sur leur temps professionnel. Donc ils sont obligés de cumuler un emploi et une, euh, une, euh, une vie d'activiste, en fait, hein. C'est pas du tout le cas dans d'autres pays, aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein. Moi, mes collègues, quand je vais à Trèves ou à Sarrebruck, ce sont des salariés, en fait. Ce sont pas des actifs. Je parle peut-être beaucoup, peut-être qu'il y a des autres Alors, personnes qui veulent dire. c'est comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de choses à se dire, donc Je vais on va m'interrompre, puis on y reviendra, mais quand je suis Oui, lancé sur un thème, c'est difficile de m'arrêter. Mais ça, c'est mon côté un peu alors, naïf. est-ce que, très rapidement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que les sujets d'orientation sexuelle et d'identité de genre, ça peut être tabou dans les organisations. Souvent, on considère que ça relève de la sphère privée, donc les dirigeants, les managers ont du mal à aller se saisir des enjeux. Pour bien comprendre justement les enjeux et se saisir de ces sujets, est-ce que tu peux apporter un peu de contexte et de chiffres sur les expériences des personnes LGBT+ en France, rapidement? De chiffres, il me semble que dans le déroulé, c'était pas moi, donc je vais être un peu en C'est vrai? mal. Du coup, d'exemples, parce que il y a quelques jours, enfin, c'était vendredi dernier, notamment avec Sedge, on a organisé une conférence justement pour sensibiliser nos collègues sur ces questions-là, avec une intervenante qui est venue justement expliquer pourquoi ça n'était pas un sujet privé. Je veux dire, les gens, bon, enfin, après, je vais prêcher des convaincus parmi les intervenants, mais les gens peuvent penser que c'est un sujet privé. Non, quand vous parlez à la machine à café du fait que vous avez passé le week-end avec
avec votre femme et vos enfants, vous évoquez votre vie privée, et si vous ne les, si vous vous censurez à évoquer ces sujets, vous vous privez en fait de liens de sociabilité qui facilitent la relation de travail, qui facilitent les échanges avec vos collègues, qui vous demandent un effort qui impacte votre productivité. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et ça, c'est un véritable enjeu pour les entreprises, puisque cet enjeu, il a même été chiffré. Alors après, je pense que, enfin, si vous allez regarder à un moment les journées, les journées internationales de lutte contre l'homophobie, ont été, enfin, sont thématisés. Une fois, Louis Georgetown, qui est l'initiateur qui est un chercheur, un universitaire et l'initiateur en fait de cette journée, avait pris pour thème l'économie et avait chiffré en fait le montant de cette perte. Et ça, c'est important d'en prendre conscience pour les entreprises que vous êtes, en fait. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Donc, si vous perdez du temps, et je pense que c'est parce que il faut pas se leurrer, hein, les entreprises ne sont pas que des philanthropes, ils ont une démarche économique. Et si mènent ces démarches diversité, c'est aussi pour ça. Voilà, si on peut avoir une démarche éthique qui va aider des activistes, qui va aider enfin, des associations et des ONG LGBT, puis à côté, bah, y voir aussi son intérêt. Je veux dire, les deux pour moi sont pas incompatibles. Mais bon, il faut le mesurer en fait. Hein. Ouais. Et voilà, donc c'est ce que je pouvais dire. Je vais m'interrompre, Chloé, parce que Merci. sinon j'ai l'impression de monopoliser la parole. Et puis Mais après, on va dire c'est qu'un ça homme d'être cis blanc passionné. a monopolisé la parole, c'est pas très bon. Merci beaucoup Mathieu. Et en effet, Laure-Élise vous a partagé une ressource dans le chat qui est le kit d'inclusion des personnes LGBT+ au travail, qui ressemble à ça, qui est édité par la FMD, dans lequel vous retrouverez 14 fiches sur des définitions, sur des bonnes pratiques, sur des façons de prendre en charge les sujets. Et vous avez évidemment des chiffres qui vous aideront à contextualiser et à défendre cette thématique dans vos organisations. On va aborder maintenant la question des freins et des obstacles, puisque ça serait peut-être naïf de se dire que tout est rose et que tout va bien sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on voulait, c'était vous partager le genre d'obstacles que nos intervenants ont pu rencontrer dans leur organisation respective, avant bien sûr d'aborder les pistes de solutions. J'aimerais qu'on commence par Stéphane, parce que tu as évoqué finalement les difficultés que vous aviez rencontrées. Tu as même retrouvé un article qui avait été publié il y a quelques années maintenant, mais je te laisse nous en dire plus sur ce qui s'est passé à BNP Paribas. Bien sûr. Alors, on va revenir quelques années en arrière. C'est vrai que BNP Paribas a signé un certain nombre d'accords de diversité dans les années 2000 et qu'aujourd'hui, on parle énormément d'intersectionnalité, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. Et puis, en 2013, débat sur le mariage pour tous. Et là, effectivement, on commence. Alors, ce sont les personnes qui sont contre, hein, c'est le pronom que je vais leur attribuer. On commence à utiliser le nom de notre employeur pour dire que notre entreprise va financer des mariages entre personnes de même sexe, va financer des adoptions d'enfants, et tout ça sur le dos de la collectivité. Enfin, déjà, nous sommes une entreprise privée et le crédit personnel n'est pas affecté en France. Mais ce qui m'a beaucoup gêné à l'époque, c'est qu'on a utilisé le nom d'une entreprise qui me paye à la fin du mois pour le salir et dire des mensonges. Et alors, on a décidé de signer la charte de l'autre cercle en 2015, ça c'était en automne. Et puis, ben, comme le dirait mon RH Monde de l'époque, Yves Martranchard, ben, le pire qui puisse nous arriver, ce sont les bavures internes. C'est-à-dire que vous savez que la signature d'une charte, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, il y a un plan d'action. Et bien, il se trouve qu'il y a eu des fuites internes. Et quelques jours avant la signature de la charte, ces fuites ont commencé à s'accélérer, où des personnes qui étaient contre cet engagement ont commencé à manifester leur mécontentement. Alors, c'est ça les freins, c'est-à-dire que il y a eu près de 10 000 mails d'insultes qui ont été reçus par notre RH Monde et par notre PDG. Un autre
pas un autre chiffre, mais on va dire une autre. C'est qu'en fait, nous avons signé la charte en octobre 2015 dans un de nos établissements à Paris-Bergère. On a été obligé de faire rentrer les signataires sous escorte policière, puisqu'il y avait des gens qui manifestaient contre devant notre bâtiment. On a utilisé les logos de notre entreprise pour dire qu'on allait financer des prêts pour la GPA. Ce n'était pas du tout le sujet, hein. La gestation pour autrui ne rentrait pas dans le cadre de la loi sur le mariage pour tous, en plus, ni de la signature de la charte de l'autre cercle. Et puis, la plus grosse bavure à laquelle on a fait face, c'est eh bien, un de nos managers qui a été discriminé pendant plusieurs mois durant par ses pairs au sein d'une de nos structures, hein. C'était fin des années 2000. Et puis, ben, ça s'est pas très bien passé pour lui, hein. Il est parti en burn-out, tout ça. Mais quand il s'est réveillé, il a décidé de porter plainte contre nous. Si j'en parle, enfin contre mon employeur, hein. Si j'en parle, c'est parce que tout ça a été souhaité, rendu public par mon employeur. Cet employé a gagné 600 000 euros. Et ce jour-là, il fallait vraiment, je dirais, faire autre chose. Aujourd'hui, enfin, pendant plus de 5 ans, et c'est le dernier chiffre que je vais donner, mon employeur a été la seule banque française à avoir signé cette charte. Vous entendez bien, la seule. La Société Générale a signé il y a quelques semaines et le groupe BPCE par l'intermédiaire de Natixis il y a quelques jours. Et je suis très heureux de ça pour mes concurrents et aussi par le fait qu'en 8-9 ans, enfin 5-6 ans, les choses ont un peu changé quand même. C'est la petite touche positive parce que je crois que leurs signatures ne se sont pas faites sous escorte policière ou alors voilà, peut-être que on a donné l'exemple ou en tout cas on a essayé de le faire. Mais ça c'était voilà, avant de parler des solutions, voilà, c'était notre frein. Mais ce jour-là, le jour de la signature, eh bien, on a créé le réseau BNP Paribas Pride et il y a plus de 4000 personnes qui nous suivent aujourd'hui sur les réseaux. Et quelque part, c'est notre plus grande victoire, c'est le fait que on nous a permis la création de ce réseau et on nous sollicite aujourd'hui beaucoup. On en parlera dans les solutions. Ouais. Merci beaucoup Stéphane pour ce partage et puis pour cette sincérité parce que c'est important pour nous voilà, d'éviter finalement la langue de bois, les non-dits. On sait que c'est des sujets qui sont difficiles, qu'on met en place petit à petit et on avance difficilement sans faire d'erreur. Mais le fait de porter cette responsabilité et de travailler ces pratiques, finalement, ça reste une très bonne démarche. Dorine, qu'est-ce que tu peux nous dire du côté d'IKEA et du groupe Inca sur les freins et les obstacles que vous avez rencontrés? Oui, alors du côté collaborateur, ça se passe très bien, puisque déjà en amont, on recrute selon nos valeurs. Donc c'est vrai que c'est assez naturel. Il y a beaucoup de réactions positives justement de la part de nos collaborateurs et honnêtement, ça motive, c'est chouette. Et après, alors on organise avec une opération avec la fédération L'Autre Cercle qui travaille en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Vous avez sûrement déjà tous fait vos courses chez Ikea et vous connaissez sans doute les sacs bleus. Bon, à l'occasion d'Idaho, qui est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, on commercialise des sacs arc-en-ciel qu'on appelle Storstoma, pour lequel 1 euro est reversé à chaque vente pour la fédération. En 2020, ça nous a permis de reverser plus de 77 000 euros à la fédération. Et chaque année, lorsqu'on lance cette campagne, on reçoit toujours, et ça reste léger, 1 ou 2 courriers au niveau national de clients vraiment scandalisés qui mentionnent, qui n'adhèrent absolument pas à l'idéologie totalitaire. Après, au niveau Inca, c'est le point relevé en tout cas. Donc, idéologie totalitaire avec des guillemets, bien sûr, puisque finalement, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on voit donc de l'expérience d'IKEA, mais aussi de la BNP, que parfois, c'est des pressions extérieures qui peuvent venir freiner les démarches qui sont mises en place en interne. Brice, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce sujet? En fait, les freins qu'il peut y avoir, c'est par moment alors pour le groupe Renault, c'est peut-être le manque de formation et d'information des lignes managériales en fait sur le sujet de la diversité LGBT+,
qui, par exemple, en cas de harcèlement ou d'insulte, d'inscription sur des casiers, le fait d'effacer, l'inscription, c'était réglé. Et il prenait pas peut-être à l'époque la détresse, psychologique du collaborateur ou de la collaboratrice. Et on peut également dire que, au niveau du top management, le fait, en 2020, donc le groupe Renault, a eu un changement dans sa gouvernance avec, Clotilde Delbos, qui a été directrice générale par intérim et qui, a remis, en place un comité diversité et inclusion. Et le fait aussi d'avoir également, François Roger, le DRH Monde, qui est le sponsor sur la diversité LGBT+, a permis vraiment un essor de la prise en compte de cette diversité. Et donc, on voit bien d'ailleurs, en 2020 avec la signature de la charte de l'ONU Fruits and École et également la signature de la charte de l'autre cercle. Et donc on voit vraiment que le sujet vraiment a été pris en compte, avec ce changement de gouvernance. Oui. Merci beaucoup. Et Pascal, sur les freins et les obstacles à l'université? Oui, alors peut-être en termes de freins, alors tout d'abord, nous, on est un établissement public, hein, et on attend toujours beaucoup de notre ministère. Et donc, quand on regarde à ce niveau, si vous voulez, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on nous demande d'avoir dans les universités des référents handicap, des référents égalité entre les femmes et les hommes, référentes, hein, et plus récemment des référents racisme et antisémitisme. Mais j'ai jamais entendu dire, et il n'a jamais été question, d'envisager des référents LGBT+. Alors, je ne sais pas non plus si c'est la bonne solution que de multiplier les référents comme ça et d'avoir une approche en silo. Je crois que tu as un souci de micro, Pascal. On ne t'entend pas. Pardon, là. Je me suis C'est mieux. assis sur sur l'interrupteur. Alors, je ne sais pas à partir de quel moment. Voilà, donc je disais que l'approche en silo, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est, comme je le soulignais peut-être en introduction, le fait d'avoir une approche plutôt tournée vers l'antidiscrimination, comme on tente de le faire à travers le kit en préparation, et peut être perçu comme une des solutions. Donc ça peut être quand même, de ce point de vue, perçu comme un frein, parce que c'est pas du coup ce qui crée des initiatives au niveau des établissements. Et puis après, alors plus là au local, au niveau Université de Lorraine, vu le climat ambiant autour de ces questions-là, une des initiatives qu'on a tenté de mener de notre côté, c'est à la création de la communauté EDI dont parlait Laurélise en introduction également. On avait organisé un événement et sous forme d'atelier, après la conférence inaugurale, on avait imaginé 3 ateliers, un atelier égalité femmes-hommes, un atelier handicap, et puis le 3e atelier, on l'avait appelé questions tabous. Et on retrouvait là finalement des échanges autour des questions LGBT, des questions en lien avec l'origine et puis la religion. Voilà. Alors du coup, voilà, est-ce que ce tabou-là, enfin là, je vais déjà presque vers la fin de notre temps d'échange, puisque je le vois du coup comme une solution. Est-ce que le verrou est en train de sauter, hein, je l'espère. Voilà, est-ce que ce climat, alors on n'attend toujours pas, enfin si, il y a un petit guide au niveau du ministère, hein, qui nous a été communiqué, guide LGBT+, voilà, qui est disponible, qu'on peut télécharger sur le site du ministère, mais rien d'autre de plus proactif, on va dire, en attendant peut-être une prise en compte plus significative, je dirais, des discriminations, où cette thématique-là sera clairement inscrite, hein, dans nos missions. Voilà, donc voilà pour les principaux freins, je dirais. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai qu'on glisse doucement. En fait, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher, peut-être par optimisme, de présenter aussi des pistes et des leviers qui peuvent permettre d'améliorer la situation. Corinne Colombo nous pose une question qui est assez intéressante et qui va nous permettre d'aborder ces solutions. Elle demande, et donc ça s'adresse, je pense, plutôt à BNP, Renault et Ikea, et peut-être Sage aussi, concernant le lancement en interne dans l'entreprise de ce sujet, quelles ont été les difficultés et avez-vous des bonnes pratiques à échanger?
Alors, si je peux me permettre de prendre la parole pour rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de BNP Paribas, je pense que la bonne pratique, c'est d'engager le top management déjà. Et donc nous, la signature de la charte, c'est bien notre PDG Monde qui l'a signé et notre RH Monde, et pas, pardonnez-moi l'expression, mais une personne qui aurait pu être simplement un référent diversité. Voilà. Dans une région, etc. Donc d'engager le top management. La difficulté qui peut être rencontrée, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent se dire, mais ce n'est pas un sujet d'entreprise. Donc pourquoi tu veux parler de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre au sein de l'entreprise? Mais alors, ok, hein, dans orientation sexuelle, il y a sexuel, je suis d'accord, mais l'homosexualité ou les LGBTQIA+, ne se résume pas à une vie sexuelle, si je puis me permettre. Voilà. C'est aussi une vie personnelle, une vie affective ou pas, d'ailleurs, puisque chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai que l'entreprise doit veiller au bien-être de ses salariés. Tout à l'heure, je crois que Mathieu parlait, ou Brice, je ne sais plus, de performance dans l'entreprise. Un salarié qui ne se sent pas bien, de toute façon, ne va pas être performant. Donc, un salarié qui n'est pas performant, eh bien, pragmatiquement et mathématiquement, il va peut-être pas être très productif pour son entreprise. Voilà, si vraiment je vais au bout de la démarche d'explication. Et je crois que le but quand même de l'entreprise, c'est que ses salariés soient performants, quoi. Et tout en veillant à leur bien-être. Bien sûr. Il faut rappeler aussi que l'employeur a une obligation de santé et sécurité envers voilà. ses salariés et que ça fait partie de son rôle de les protéger des cas de harcèlement et de faire en sorte qu'ils soient dans des environnements qui sont inclusifs. Toujours sur la piste de bonnes pratiques et de solutions, Dorine, qu'est-ce que tu peux nous dire des initiatives d'INCA? Alors, INCA donc, est engagé sur la thématique LGBT+, depuis 2017. Et depuis 2020, nous avons lancé un plan en faveur de l'égalité dans tous les pays dans lesquels IKEA est implanté. Et à l'intérieur de ce plan, il y a des engagements sur différents points, notamment auprès des collaborateurs, en termes de process, et puis également pour faire avancer la société. En interne, si je peux rentrer dans le détail, nous avons des modules de formation tout au long de l'année sur les préjugés inconscients. Nous pensons vraiment que la base de l'inclusion, c'est un sujet que c'est la base de l'inclusion et que c'est un sujet que nous prenons vraiment très à cœur depuis longtemps. Cette année, en complément de ces ateliers en présentiel qui durent 3 heures, nous avons aussi un module de micro-learning avec des chapitres sur la notion de privilège. Et au printemps, nous avions eu différents guides sur la transidentité ou encore l'usage des pronoms personnels. Un des guides qui est notamment une aide à la planification des transitions pour aider les responsables RH dans l'accompagnement des collaborateurs. Et aussi, et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir au siège une référente diversité et inclusion qui a vraiment à cœur de nous accompagner dans ces démarches. Et puis, je le disais tout à l'heure, hein, chaque année, on célèbre Hideout. Cette année, c'était la thématique du progrès, puisqu'on part du principe qu'il y a de nombreuses avancées dans tous les pays, mais il reste encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, ne pas être homophobe, ça ne suffit plus. Et nous invitons nos collaborateurs à devenir des alliés. Pour cela, nous avons diffusé dans les magasins des affiches avec des conseils par domaine. Je crois que Laure-Élise pourra les partager également avec quels conseils dans différents cadres, notamment à la maison, au travail, sur Internet, par exemple. Et puis, dans les magasins, on a également eu des ateliers collaborateurs pour créer des posters personnalisés ou alors des fonds d'écran Teams pour nos réunions. Merci beaucoup. Donc là, on le voit sur les pratiques, on a vu l'engagement de la direction, on a vu la sensibilisation des collaborateurs, tout ce qui est communication et accompagnement avec des dispositifs qui sont clairs. Brice, toi, tu nous l'as dit en introduction, nous parler d'un nouveau dispositif qui est celui des référents diversité LGBT+, qui va en plus nous permettre de parler des alliés au travail. Et alors, juste peut-être, Mathieu, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais réagir parce qu'il y a plein de choses très intéressantes qui se sont dites. Alors, pour donner quelques pistes qu'avec Sage, on a essayé de mettre en place, déjà, c'est d'élargir le calendrier, d'élargir l'agenda. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des réflexions qu'on a actuellement, hein. Tout tabler sur le Pride Month, ou uniquement la journée internationale de lutte contre les haines anti-LGBT, ça peut invisibiliser les démarches des entreprises parce qu'en fait, c'est un moment de l'année où il y a des embouteillages de démarches pleines de bonne volonté. On l'a vu à la dernière journée internationale de lutte contre l'homophobie. Donc, il y a de la visibilité, mais il n'y a pas de présence. Il y a- Parce qu'en fait, tout est dilué. Ça, c'est une piste qu'on est en train de voir et il y a plein d'autres dates qui mériteraient en fait le soutien des entreprises, hein. Je pense au TIDOV, en fait, la journée de visibilité transgenre, ou au TIDOR, en fait, la journée du souvenir des personnes trans, ou par exemple le mois enfin, le mois qui est consacré à l'histoire des personnes LGBT qui pourraient en fait faire l'objet de démarches au sein de l'université de façon extrêmement pertinente, puisqu'aujourd'hui, notamment sur l'histoire locale, l'historicité, il y a très peu de choses, hein, qui sont faites, hein. Moi, ça m'étonne beaucoup parce qu'actuellement, vous avez des démarches, notamment par exemple du collectif Archives LGBT, qui sont très, très avancées dans le débat, mais c'est un serpent de mer. Il y a toujours pas de centre d'archives, et ça m'étonne que des acteurs privés ou des universités n'aillent pas apporter quelque part leur concours, avec le cahier des charges que les activistes qui mènent ces projets, bien entendu, donnent à ces démarches. Alors qu'ils sont en train quelque part un peu de supplier l'État de leur donner des moyens. Il y a des fonds privés qui serait, à mon avis, très, très bien utilisé pour mettre en valeur ces archives de manière autonome, et les entreprises en fait qui souhaiteraient y participer, ou les universités qui auraient toute leur logique à s'intégrer dans cette démarche. Quelque part, encore une fois, chez Sedge, hein, je le disais tout à l'heure, par rapport à la mise à disposition de temps, hein, qui est vraiment quelque chose, un enjeu fort pour les bénévoles en France en tout cas. Ensuite, une démarche importante qu'on a mis en place, et qui est primordiale, c'est le budget. Le fait d'avoir un budget autonome qui soit au sein de Sedge, même si parfois il peut être modeste, euh, euh, réparti à travers le monde par les membres du réseau eux-mêmes. Pas, on vous donne, enfin, si vous voulez, l'enveloppe, elle est gérée par les membres du réseau. C'est pas le groupe qui dit, voilà, vous avez 10 000, là c'est plus pertinent que vous en ayez, que vous en ayez 1 000. Voilà, donc ça c'est important pour que à l'intérieur de l'entreprise, les, euh, les membres du réseau eux-mêmes puissent dire, là on va flécher là-dessus, ou on va plutôt aider les copains là-bas parce qu'ils en ont besoin. Ça aussi, c'est enfin, une démarche importante, celle de n'oublier personne. Je vous donne un exemple. Sedge, sur la région, en fait, enfin la région Europe dans laquelle on est, inclut par exemple le Maroc, un pays où c'est pas facile d'être une personne LGBTQI+, visible, hein. Toutes les conférences qui sont proposées, toutes les démarches diversité et inclusion qui sont proposées, toutes les démarches de Pride at Sedge, elles sont disponibles pour nos collègues au Maroc. Et ils peuvent mener des actions. Alors, pour l'instant, je ne pense pas qu'ils en aient mené, mais ça peut être une piste de réflexion, et moi personnellement, je le souhaiterais. Comment on peut aider les activistes qui sont au Maroc, et qui sont aussi peut-être nos collègues, à avancer sur les sujets? Ça, c'est une vraie question. Donc, c'est de pas justement jouer un peu ce que je disais avec un peu Renault et cette histoire de logo tout à l'heure, la carte de la géographie et du marketing un petit peu ciblé. Voilà. Ben, c'est un petit peu ce que je pouvais dire sur le sujet et que je souhaitais apporter. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, Mathieu, je m'emmêle dans les prénoms. Brice, justement, on parlait de Renault, donc parle-nous de ce nouveau dispositif. Donc oui, exactement. Donc le groupe Renault et le réseau, notre réseau We're Outstanding,
a mis en place un dispositif de référent diversité LGBT+. Donc en fait, pourquoi un référent sur le site, sur chaque site industriel? C'était en fait, on a vu que les collaborateurs, qui étaient harcelés, humiliés ou agressés ne savaient pas vraiment vers qui s'orienter pour résoudre le problème. Ce qui fait que, donc ça a influé sur la psychologie du collaborateur ou de la collaboratrice. Ça nuisait également à la performance, de ce collaborateur ou de cette collaboratrice. Et le fait d'avoir clairement une personne identifiée au sein des usines et spécifiquement sensibilisée à la diversité LGBT+, pourra libérer la parole des personnes et pourra, faire, chaque collaborateur, collaboratrice saura vers qui se tourner. Et donc ce référent a pour rôle un rôle d'écoute, de soutien, de conseil. Il accompagnera en fait le collaborateur vers les bons interlocuteurs pour résoudre le problème, que ce soit des RH, des médecins du travail, des managers ou la direction de l'éthique. Nous pour le groupe Renault, nous avons un référent ou jusqu'à 3 référents sur 11 sites industriels. Et donc c'est un dispositif que moi et Aurélie Baudu animons et suivons tous les 2 mois par des réunions. Et nous avons également, comme feuille de route de déployer ce dispositif sur les sites tertiaires, en France et également dans le réseau commercial et par la suite, à l'international dans les autres, usines du groupe. Je trouve que ce dispositif est très intéressant dans le sens où souvent quand on pense les politiques diversité au sens large, même quand on sort des thématiques LGBT+, on a du mal à faire descendre du siège les actions qui sont pensées vers le terrain, on va dire, donc que ce soit sur les différents sites, dans les usines, etc. Là, avec les référents, vous arrivez finalement à faire cascader ces pratiques et ces sujets. Tout à fait. Et Evelyne Meyers nous demande quel est le profil des référents? Alors, il n'y a pas spécialement de profil, hein. C'est, quelqu'un qui est donc déjà sensibilisé à la diversité LGBT+. Donc, nous nous sommes entretenus avec, chaque candidature et pour, juger un peu sa connaissance sur le sujet et par la suite, nous leur avons proposé des formations, grâce, aux fiches, du kit d'inclusion LGBT+ de l'AFMD qui est extrêmement bien fait. Et donc il faut, avoir aussi nous les avons formés à l'écoute parce qu'il faut bien évidemment savoir, écouter et recevoir la personne, qui va venir vers vous pour un problème. Et donc il faut également, se donner du temps en fait, et avoir envie de s'engager pour la cause en fait. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Stéphane, je me tourne vers toi. Toi, tu nous avais parlé de 2 initiatives particulières, une en interne qui touche plus à la question de la parentalité et une en externe sur une sortie de cartes personnalisées. Est-ce que tu peux nous les expliciter, s'il te plaît? Oui, alors nous avons travaillé, donc le réseau BNP Paribas Pride a travaillé avec les organisations syndicales et les représentants de la direction et sur les accords diversité qu'on a modifié, qu'on a réussi à faire modifier l'année dernière. Et très concrètement, les accords diversité en interne prévoient la chose suivante désormais. Lorsqu'un parent salarié de l'entreprise accueille un enfant, alors dans son foyer, alors qu'il n'a pas eu de congé de maternité ou de congé d'adoption, eh bien, il a le droit à 30 jours de congé parental. Je m'explique pour peut-être les néophytes. Je vais prendre 2 exemples. Donc, si vous êtes une femme salariée de l'entreprise et que vous accueillez au sein de votre foyer un enfant, alors que c'est votre compagne ou votre femme qui a porté l'enfant physiquement, qui a été enceinte et qui a certainement, évidemment, bénéficié du congé de maternité. Vous n'avez pas porté l'enfant, donc vous allez être la maman grâce à la PMA, qui d'ailleurs va bientôt être votée en France. Eh bien, on vous accorde quand même ce droit. C'est-à-dire que vous pouvez être avec votre petit, votre petite, votre femme pendant 30 jours. Pour les hommes, si vous faites une gestation pour autrui à l'étranger et que vous accueillez votre enfant à la maison une fois qu'il est arrivé, eh bien, vous avez le droit, en tant que
papa salarié de 30 jours de congé d'adoption. Ça, c'est pour les accords diversité interne. Ça change énormément de choses hein, pour les personnes LGBT+. Et l'initiative externe, alors c'est anecdotique, mais bon, c'est vrai que vous imaginez qu'une banque commercialise des cartes bancaires, hein, je pense que voilà, et faire de ça va pas être un secret pour personne. Eh bien, il faut savoir que plus sérieusement, alors oui, sur la carte bancaire, vous pouvez choisir un visuel personnalisé Rainbow aujourd'hui, alors qui a été dessiné par un de nos salariés qui bosse au Portugal. Voilà, ça c'était parce que c'était le petit plus. Oui, on va donner 12 € à SOS Homophobie lors de la création de ce visuel. Ok, d'accord. Et surtout, et peut-être le plus important, le client peut choisir le prénom qu'il souhaite sur cette carte bancaire et peut faire disparaître, peut demander à son conseiller ou sa conseillère à ce que la mention de monsieur ou de madame disparaisse. Donc ça, c'est un signal d'ouverture simple finalement à mettre en place pour des personnes en transition ou transgenre et pour un signal d'ouverture en fait pour éviter qu'on se pose 50 000 questions. Voilà. Et on peut également, alors ces histoires de prénoms, d'identité, etc., on peut les changer dans les adresses courrier également. Ouais. Et ça, il faut préciser que ça se fait sur simple demande et qu'il n'y a Ouais. pas de notion administrative derrière, puisqu'on sait que Ah oui, les oui, oui. transitions pour les personnes concernées au niveau administratif peuvent être très lourdes et prendre beaucoup de temps. Donc vous, finalement, vous facilitez. C'est exactement ce qu'on a dit à nos directeurs d'agence et à nos directrices d'agence, c'est-à-dire que vous n'avez pas à demander un justificatif ou qui pourrait ne pas exister en plus de changement d'identité de genre. La simple déclaration suffit. Et en fait, pour mettre en exergue ça, on a dit, mais regardez, imaginez que dans vos clients, vous avez une personne connue, et qui est connue que sous son pseudonyme. Eh bien, vous imaginez bien que sur sa carte, sur ses courriers, ça va être les pseudonymes parce que cette personne célèbre, connue, n'a peut-être pas envie qu'on connaisse son vrai nom, son vrai prénom. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec l'identité de genre là pour le coup, mais voilà. Et en fait, quand on leur a expliqué comme ça, ils se dit ah bah oui, effectivement, oui, ben c'est ok, d'accord. Et Mathieu, je vais te donner la parole, mais juste avant, je voudrais permettre à Pascal de réagir, puisque au niveau des cartes étudiantes à l'Université de Lorraine, vous avez aussi quelque chose qui permet d'utiliser le prénom d'usage. Oui, oui, voilà, ça fait partie des mesures. Enfin, là, pour le coup, on a reçu, il y a quand même 2 ans maintenant, je crois, une lettre de la ministre très claire qui voilà, stipulait bien que, et pour les étudiants et pour les personnels, il s'agissait d'un droit et que nous devions donc tout faire pour accorder le prénom d'usage et à commencer par les cartes d'étudiants, hein. Et quelques universités, là aussi, en l'absence de consignes claires du ministère, avaient pris des initiatives. Et puis là, je pourrais revenir sur les freins. Beaucoup d'entre elles évoquaient des problèmes techniques liés au logiciel qui ne permettaient pas, soi-disant, alors c'est vrai que ça devait être un effort supplémentaire, voilà. Mais pour le coup, effectivement, avec le courrier de la ministre, un changement du logiciel, c'était accompagné d'un changement du logiciel, ce qui facilite le repérage hein, des étudiants qui choisissent de prénom. Alors, ce qu'on a là aussi, du coup, ça peut varier. La modalité peut varier d'une université à l'autre. Le choix qui a été fait à l'Université de Lorraine, c'est de faciliter au maximum cette procédure-là, puisqu'il n'y a besoin d'aucun formulaire. L'étudiant se rend simplement dans son service de scolarité, là où il se situe sur l'un de nos 52 campus, et puis sur simple demande de changement de prénom, il reçoit sa carte d'étudiant avec le prénom de son choix. Voilà, sans aucun justificatif, sur simple demande. Voilà, alors pour peut-être pour compléter des initiatives, hein, il y a eu peut-être en lien avec ce qui a déjà été dit, notamment par Brice, le fameux dispositif hein, de signalement et de traitement. Alors, des violences sexuelles et sexistes, parce qu'on l'appelle comme ça dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est quelque chose là aussi qui nous était demandé par le ministère dès 2015, mais qui du coup, et je prends le cas là aussi très concrètement de l'Université de Lorraine, nous a amené je faisais un peu le bilan comme ça, au moins à traiter
4 situations. Alors 4 situations, c'est énorme sur 3 ans. C'est ça. On n'a pas beaucoup finalement au final. On a à peu près 15 situations par an hein, de violences sexuelles et sexistes, ce qui est beaucoup trop peu, mais ça c'est un autre problème. Mais du coup, sur ces situations-là, sur 3 ans, on a eu 4 situations en lien avec la question de l'orientation sexuelle, à traiter d'homophobie. Et alors aussi bien au moins 2 entre personnels, une entre un vacataire et un étudiant, et puis entre étudiants. Hein. Voilà, donc ça c'est aussi, ça fait partie quand même depuis 2018 à l'Université de Lorraine d'un levier, enfin des solutions. C'est le soutien aussi aux associations. On a une association Sputnik là d'ailleurs qui était avec nous sur la sur la marche des fiertés avec nous sur le stand, qui tenait le stand et à qui on propose aussi des permanences, un lieu pour tenir des permanences pour les étudiants qui souhaitent bénéficier d'une écoute sur toutes ces questions-là. Et enfin, pour terminer, là, je pense que c'est le principal levier et qui va ouvrir, enfin vraiment, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, là, faire sauter un verrou et créer la dynamique d'ailleurs dans laquelle on se trouve aujourd'hui et en espérant qu'elle se poursuive. Qui est la signature de la charte de l'autre cercle spécial enseignement supérieur et recherche, avec ce que soulignait Stéphane tout à l'heure, à savoir que c'est pas simplement comme d'autres chartes, une simple signature et après on n'en parle plus, il n'y a même pas besoin de préparation, c'est vraiment une charte qui nous contraint alors déjà un bilan, il faut déjà porter la preuve comme quoi on a déjà fait un minimum de choses, et puis surtout, pour avoir le droit de signer cette charte-là, il faut mettre en œuvre des plans d'action. Et là, un plan d'action en direction des étudiants et un plan d'action en direction des personnels. Hein. Et donc on le voit pour ce qui est en train de se passer là à l'Université de Lorraine. Hein. On a eu un webinaire interne avec un quart du personnel encadrant la semaine dernière. Le fait que le président aussi, on parlait dans le chat, hein, donc quelqu'un a évoqué le nécessaire soutien du plus haut, du top management. Là, on a un président aussi qui est vraiment très clairement du coup, porte très haut et fort cette question-là. Il a vraiment insisté là auprès, je pense, au webinaire là pour que le personnel encadrant suive ce webinaire de la semaine dernière. Donc voilà, là il y a vraiment, je pense, quelque chose qui est en train de se passer actuellement autour de ces questions-là et qui me fait être plutôt optimiste. Merci beaucoup Pascal pour ce partage. Mathieu, tu voulais réagir ? Oui, rapidement. Alors déjà, pour revenir à la question des initiatives qui peuvent être menées, ça n'a pas été forcément abordé. Pour moi, il y a un levier qui est important, un levier culturel, qui n'a pas forcément été mentionné. Avec Couleur Gay, on a eu une démarche, notamment avec Ikea, qui était celle de présenter aux personnes qui vont chez Ikea, tout simplement, faire leurs courses, une exposition d'un artiste qui s'appelle Joran Aubrac sur les drag queens, en fait. Au moment de notre festival culturel Rainbow X, ça a permis à des gens qui n'étaient pas du tout familiers de ces cultures-là de voir en fait concrètement ce qu'était une drag queen avec des explications, une dimension un peu pédagogique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que chez Ikea, vous avez énormément de gens qui passent dans un parcours où vous pouvez voir clairement, c'était très bien mis en valeur. Hein. Je pense à Alban, je ne sais pas s'il est toujours, s'il est toujours là, mais il avait fait un travail sur cette exposition qui était formidable et qui a beaucoup plu. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment valorisé, notamment en termes de mise peut-être à disposition de locaux, de matériel. C'est pas du tout quelque chose de négligeable pour les associations qui ont très peu de moyens, et notamment pour les petites organisations. Je pense à des boîtes qui ont fait en fait le choix de valoriser des petites initiatives. Hein. Je pense à Lush, qui va pas donner à de grosses ONG, mais précisément va juste donner
à des ONG locales à dimension peut-être un peu plus humaine. C'est clair que si vous donnez, je le dis un peu, c'est un peu cash, hein, mais si vous donnez 2000 euros à la Marche des Fiertés par Île-de-France, c'est très sympa, mais mais si vous avez plutôt pas un très gros budget, faut peut-être privilégier une petite ONG qui va questionner localement sur les questions d'identité de genre et qui a pas du tout accès à ses sponsors. Vous aurez fait quelque chose enfin, qui aura une forte impact pour l'ONG et puis en plus en termes de communication derrière. C'est aussi positif pour l'entreprise. Voilà, très rapidement, parce qu'on n'en a pas énormément parlé, c'est sur l'université. On a parlé beaucoup de l'université, peut-être en tant qu'employeur, mais sur les étudiants. Pour moi, enfin, il y a quelque chose qui a été très documenté, hein, c'est sur la question de la mobilité des personnes LGBT. Hein. Moi, je me souviens très bien. Mon rêve, c'était d'aller habiter à Metz parce que je me disais qu'à Rosselange, là où j'habitais dans la vallée de l'Orne, la vie LGBT, enfin, ouais, je dis pas, c'était pas ça. Il fallait que je prenne un bus, ensuite que je prenne un train pour arriver à me faire 2 heures dans le centre LGBT tout petit qu'on était à Metz pour avoir un peu de sociabilité. Et donc, du coup, enfin, en termes de mobilité, après, dans ma réflexion, enfin, d'engagement, je me suis dit que c'était pas forcément pertinent de faire comme certains de mes amis, c'était de partir à Paris parce qu'une fois que j'étais à Metz, en fait, bah, en gros, enfin, moi, j'y ai trouvé ce que j'y attendais. J'ai des amis qui n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient, bah, ils sont partis vers Paris parce qu'en fait, cet effet de mobilité, l'herbe est toujours plus verte à Paris, San Francisco, bah, forcément, voilà, hein, vous allez, vous allez plus loin. Donc ça, c'est aussi des choses à questionner, alors que moi, personnellement, j'étais plus partant de rester ici pour essayer d'améliorer la situation ici. Donc ça c'est une démarche que j'ai un peu réfléchi plus tard. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi un fort enjeu pour l'université. Ça a été dit sur les questions par exemple, notamment des personnes transgenres, enfin voilà, sur des sujets enfin, qui peuvent cliver, sur des tensions qu'il peut avoir au sein même de l'université, à avoir une université qui communique et qui mène vraiment enfin, qui soit à l'avant-garde un petit peu de ces questions-là. Je pense notamment par rapport à tout un tas de choses qui peuvent manquer aujourd'hui hein, sur les questions moi, je suis président de Colorgay depuis 2000. Jamais j'ai vu un étudiant venir me dire je veux faire une thèse. Qu'est-ce que vous, enfin, qu'est-ce qui est possible? Ça n'est jamais arrivé. J'ai eu plein de questionnaires, plein de choses comme ça. Je veux dire, même, il y a une année où j'avais même proposé une somme qui est modeste, hein, mais 1000 euros sur des thématiques pour réfléchir au niveau au niveau de l'université, hein, pour justement avoir un peu de matière, parce que faut pas croire qu'il y ait énormément de data, énormément de choses à exploiter pour les activistes, et de manière éthique en plus. Et donc, du coup, j'avais proposé ça et on a eu personne qui a répondu. C'était dingue. On donnait de l'argent, mais enfin, des personnes ne voulaient traiter ces sujets. Je pense que, Euh, pardon Mathieu, je te coupe, j'aimerais qu'on garde 10 minutes ouais. pour répondre aux questions, mais pour résumer, à mon sens, c'est important d'aborder ces sujets de façon transverse, c'est-à-dire que c'est un tout, et donc on va participer à la recherche universitaire, on va en parler au travail, et c'est comme ça que finalement on va arriver vers des cultures plus inclusives. Alors, si tu On a permets, je eu... veux juste quand même répondre à Mathieu parce que des travaux, moi je connais personnellement hein, des étudiants qui travaillent sur ces sujets-là, au moins dans le cadre de leur mémoire de master et depuis plusieurs années. Hein. On a, je dirais, presque pour un laboratoire, je connais au moins un mémoire par an qui sort sur ces sujets-là. Mais je pense que le problème qu'on a, c'est un problème de communication. Alors, je dis pas qu'il faut pas promouvoir la recherche, au contraire, effectivement, ça c'est vraiment une solution, un levier, je pense, très pertinent. Mais c'est plus la question du recensement. On a un souci effectivement de recenser les collègues qui travaillent, qui ont une expertise sur les différents sujets, en partie sur ça. Et puis une question aussi de lien entre nous. Pour le coup, moi j'ignorais totalement, par exemple, que Couleur Gay pouvait subventionner, si j'ai bien compris le message,
davantage des sujets de recherche ou aider effectivement à cela. Donc, on prend rendez-vous pour pour travailler à cela. C'est ça. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, j'espère qu'on va pouvoir... Excuse-moi, je voulais, Oui, oui, je voulais oui, bien juste sûr. tout à fait. ajouter aussi également, tout simplement en bonne pratique, le fait pour une entreprise d'avoir un réseau de collaborateurs et de collaboratrices LGBT+ et alliés permet tout simplement aux personnes d'être qui elles sont sur leur lieu de travail. Tout simplement, par exemple, pour mon cas personnel, pendant des années, je me suis inventé une vie d'hétérosexuel vis-à-vis de mes collègues. Et le jour où j'ai connu le réseau du groupe Renault, en fait, ça m'a complètement ouvert. J'ai pu enfin faire mon coming out et pu enfin être, qui je suis sur mon lieu de travail, car je savais que je n'étais pas seul et que des gens étaient là pour m'accompagner et en cas de difficulté. Et donc ça, c'est une bonne pratique pour les entreprises, le fait d'avoir ce style de réseau. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va prendre une première question qui est celle de Pauline Colomb, qui demande, en tant que référente égalité femmes-hommes, on se sent parfois prise entre deux positions. D'un côté, les états des lieux qui nécessitent des classements en fonction du genre, mais plutôt binaire finalement, femmes-hommes, et qui posent la difficulté de combiner cela avec l'approche LGBT+. Donc là, je pense qu'on se pose peut-être la question de la binarité dans les indicateurs. Pauline, n'hésitez pas à préciser, mais est-ce que, en attendant, l'un de vous peut réagir sur ça? Comment est-ce que vous traitez cette question d'équilibre en interne? Je vois que ça vous laisse pantois. Non, mais c'est une vraie bonne question, hein. C'est une vraie bonne question. C'est l'approche en silo dans laquelle on est actuellement, mais sans véritable solution, si ce n'est que d'être dans une approche, pour le coup, d'inclusion très large. C'est comme le bonjour à toutes et à tous. Du coup, il est genré. Maintenant, les Québécois, j'ai appris ça dans le cadre d'un séjour au Québec, justement, préfèrent dire bonjour tout le monde. Parce qu'en disant bonjour tout le monde, eh bien, du coup, tout le monde peut s'y retrouver. C'est beaucoup plus inclusif de dire bonjour tout le monde. Donc, c'est ce type de solution-là, je pense qu'il faut rechercher. Mais pour le coup, là, quand on voit tout le travail qu'on mène actuellement sur les inégalités entre les femmes et les hommes, je ne serais pas prêt à abandonner les statistiques. Il faut en tout cas genrer. Et il y a peut-être, c'est plutôt une autre catégorie qu'il faudrait ajouter aux statistiques qui nous manquent pour le moment. Ouais. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a des contraintes légales, notamment par exemple sur l'index de l'égalité professionnelle, qui nous forcent à catégoriser les personnes dans uniquement deux catégories. Pour autant, je sais qu'à la FMD, sur la dernière enquête qu'on a menée, quand on questionnait l'identité des personnes, on leur proposait différentes catégories, donc femmes et hommes, et ça incluait les personnes trans, donc les femmes trans, les hommes trans. On leur laissait la possibilité aussi de s'identifier comme non-binaire. Et finalement, c'est des pratiques qu'on va pouvoir distiller. Il faut forcément jongler avec les contraintes légales. Une autre question que nous avons eue, je remets la main dessus de suite, c'est Cyril Raymond qui nous demande, face à une personne qui a une attitude et une pensée extrême dans le sens négatif, voire complotiste vis-à-vis de la communauté LGBT+, quel conseil est-ce que vous donneriez pour essayer de ne pas renforcer ses croyances, mais de contribuer à amener la personne à re-questionner ses certitudes? Donc finalement, comment est-ce qu'on lutte contre les croyances LGBT-phobes et les attitudes notamment, parce que c'est Alors concret. peut-être Chloé, déjà, c'est essayer de ne pas prendre les gens de manière frontale. Je pense que l'escalade, oui, ce que tu dis est pas entendable, c'est complètement contre-productif. Faut essayer, enfin nous on a essayé de le faire avec Sedge, d'avoir Stéphane Rousseau que Pascal connaît bien, qui a mené en fait, qui s'occupe de la formation au sein de Couleur Gay, a décliné en fait la séquence
qui est fait dans les collèges et les lycées. C'est la principale activité de Couleur Gay, hein, d'aller dans les collèges et les lycées justement pour déconstruire les stéréotypes sexistes et LGBT-phobes dans l'entreprise. On l'a fait chez Sedge. Et ça a été enfin, une façon en fait de libérer la parole, d'avoir une séquence interactive adaptée au monde de l'entreprise qui a beaucoup plu. On m'en parle encore à tel point qu'on va probablement la rééditer parce que on a des nouveaux entrants et c'est quelque chose qui peut être décliné et enfin qui a vraiment son utilité. Donc de pas peut-être aller en frontal avec la personne, mais avoir une démarche englobante, essayer d'apporter des ressources, des moyens de réfléchir ces questions, hein. Je pense, moi j'ai une collègue, elle est très investie avec la PGL, l'association des parents gays, des parents gays et lesbiens, et elle a organisé la projection du film La sociologue et l'ourson pour réfléchir à les questions de parentalité en entreprise. Voilà. Et également du film, enfin, du documentaire qu'a fait la PGL sur ces questions de parentalité. C'est des approches un petit peu euh, douces, un peu soft power, si vous préférez, plutôt que de dire oui, c'est inadmissible, il faut que la personne elle se fasse virer. Parce que Alors, souvent, les personnes sont dans l'ignorance en fait de ces questions, et parce que ils n'ont jamais été confrontés. Enfin, le fait d'éditer un lexique, le fait d'avoir un guide managérial de bonnes pratiques, c'est des choses qui orientent. Mais enfin, pour moi, l'approche trop frontale en entreprise, elle n'est pas pertinente. ouais. Après, je pense que aussi d'un point de vue RH, il ne faut pas hésiter à rappeler le cadre légal qui est que le harcèlement, notamment moral, est prohibé en entreprise, qu'on ne peut pas discriminer, et rappeler peut-être aussi les valeurs de l'entreprise qui, normalement, ne permettent pas ce genre de pratique. On va prendre une dernière question puisqu'on arrive à la fin de notre échange. C'est Corinne Colombo qui nous demande si les représentants de vos... sur le... Ah, pardon, je perds ma langue. Et je reprends ma question de suite. Hop, elle est où? Alors, est-ce que les représentants et représentantes de vos entreprises sur l'orientation sexuelle, et je pense aussi l'identité de genre, ont subi des pressions ou des expériences qui les ont déstabilisés? Alors, déstabiliser, c'est peut-être pas le terme, mais c'est vrai que au niveau du vécu interne, c'est-à-dire que notre PDG, ce qu'il il nous a dit, peut-être qu'on avait un doute à un moment donné sur le fait de s'engager ou de signer une charte. Et quand on a vu les réactions négatives, là, les doutes ont commencé à s'effacer parce que nous avions un rôle à jouer. Parce que voilà, 200 000 salariés dans le monde, c'est quand même pas rien. On avait un vrai rôle sociétal à jouer à ce moment-là. Donc c'est un peu une prise de responsabilité. Bon, il n'empêche qu'il aurait pu se dire, oui, comment ça peut se passer, quoi, nos clients, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que ça va nous faire perdre de l'argent? Enfin, il peut y avoir des questions, plein de questions qui peuvent se poser dans la tête d'un manager à ce moment-là, en se demandant s'il fait les bons choix, s'il n'a pas été trop en avance de phase sur la question. Et finalement, bon, ben, se jeter à l'eau et avoir un réseau de personnes alliées et un groupe tous ensemble de personnes qui vont dans le même sens et qui disent non, mais on y va tous, tout le monde en même sens, tout le monde en même temps. Et des rôles modèles, en fait. C'est que l'autre cercle a créé ça, mais des rôles modèles, c'est des personnes LGBT+ managers ou top managers ou des personnes top managers alliés qui, effectivement, faire émerger des rôles modèles dans l'entreprise, ça contribue quand même à davantage visibiliser la cause. Tout à fait. Merci. Merci à tous. Alors, je suis désolée, on va devoir clore ces temps d'échange qui est, ma foi, très riche, mais on a à cœur de respecter le timing. En tout cas, un grand merci
à vous toutes et tous de nous avoir, d'être restés avec nous jusqu'à la fin, d'avoir réagi, d'avoir posé vos questions. On espère que vous avez trouvé un certain nombre de réponses. Merci à nos intervenants et intervenantes pour ces apports très très concrets. C'est toujours un plaisir de savoir que voilà, on est dans l'explication, on va dans le détail. Merci à l'Université de Lorraine aussi d'avoir organisé ce temps. Laurélise, peut-être que tu veux conclure? Mais tu as très bien conclu. Merci beaucoup, Chloé, aussi à toi pour l'animation. Merci à tous les intervenants et aux participants qui ont été très actifs sur le chat. Encore navré à la personne qui voulait s'exprimer, mais c'est vrai que c'est difficile de rester dans le timing tout en réussissant à faire intervenir tout le monde. Donc, un grand merci pour ces échanges riches. On se retrouve donc à la rentrée avec la fin de ce temps fort LGBT+, et en particulier sur la signature de la charte de l'autre cercle. Puis on enchaînera, côté université, on enchaînera sur un temps fort handicap et inclusion, cette fois sous la thématique sport. Donc vous en connaîtrez très prochainement le menu, et donc au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Merci à tous. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, Merci à bonne toutes journée. et tous. Bonne Merci, journée. au revoir, bonne journée. Bonne journée.